Aujourd'hui, le témoignage le plus connu du siège de Dijon reste la tapisserie du siège, exposée aux Beaux-Arts. Le truc est pensé comme 3 cases de BD, montrant l'évolution des événements. Ainsi, on peut voir sur la première case l'arrivée des Suisses. En haut, on peut voir Talent au loin, Saint-Bénigne, avec sa rotonde disparue aujourd'hui. Là, vous pouvez la voir reconstituée par Germain Gallet, l'église Saint-Philibert et l'église Saint-Jean. Sur les remparts, qui commencent à tomber sous les tirs des canons et qui laissent apparaître le remblai de terre les consolidant, vous avez le drapeau de la Trémouille avec son symbole familial, la roue. On voit aussi un autre drapeau, celui-ci est rouge avec une croix blanche et à proximité se trouve d'ailleurs un type avec une arbalète qui lui aussi est en rouge avec une croix blanche. On pourrait penser que c'est un Suisse, mais pas du tout, c'est le symbole de la milice de Dijon de cette époque. Paradoxal, oui je sais. Cette troupe est sous le commandement de 2 capitaines de gendarmerie. Alors quand on les voit, oui c'est un fait, ça change du képite de Funès. Il faut dire qu'à cette époque, le terme désigne une troupe d'élite de cavaliers fortement armés, des gens en armes, des gendarmes donc. Cette troupe d'élite était alors au service du roi, et c'est à la Révolution qu'on a renommé la police militaire de l'époque, qu'on appelait alors la maréchaussée, qu'est apparu le terme gendarmerie nationale, car elle n'était plus au service du roi, mais au service de la nation. Ensuite, on peut voir les assiégeants, avec les Allemands de l'époque brandissant leur drapeau avec l'aigle à 2 têtes, ainsi que leur tente de camping de l'époque. En bas, on peut voir les chefs militaires suisses, dont un porte le drapeau comportant l'ours de Stéphane. Enfin, du canton suisse de Berne, quoi. Puis 2 chevaliers en armure, prêts à charger dans la brèche, pilonnés par les canons, entourés de l'infanterie suisse de l'époque, qu'on appelait les lance-quenets, avec au sol un type qui s'est pris le carreau d'arbalète du type de tout à l'heure. Non mais vous avez vu ce machin? Non mais sérieux? Ah ouais, non mais partir la fleur au fusil à l'époque, c'était un autre calibre, hein. En fait, ce truc, c'est une mode qui nous vient des armures. Elles avaient une plaque appelée la brague. C'est comme une coquille de karaté, mais version Moyen-Âge, quoi. C'est-à-dire hyper trophiée, en métal, mais finement ciselée. Voire avec carrément une tête sculptée au bout, semblant te dire le mot patriarcat. Ce côté ultra viril eut tellement de succès qu'il se diffusa dans la mode de l'époque. La brague de métal devint la brague en tissu, c'est ainsi que naquit la braguette. Une sorte de poche où stocker des choses, des bonbons, le mouchoir de sa belle, mais surtout ses écus, ce qui veut dire que la braguette contenait littéralement la bourse. Et inutile de vous dire qu'on les aimait particulièrement volumineuses, bien garnies, mais aussi décorées. Les nobles allant jusqu'à les orner de pierres précieuses. Autant vous dire que on voyait littéralement où se trouvaient les bijoux de famille. Non mais regardez ce type, on dirait qu'il nous dit « Hé, la mienne elle est cousue de fil d'or !» Non mais là, franchement, Mr. T, il peut aller se rhabiller quoi, clairement. Heureusement, à la fin du XVIe siècle, on se décide à inventer les poches. Ce qui mit fin à ce truc là. Non mais sérieux, regardez François Ier, le roi d'Angleterre, on dirait qu'ils font un concours de qui a la plus grosse quoi. Bah, c'est exactement ce qu'il faisait en fait, au sens propre comme au figuré. Bon, on va en rester là et passer à la case suivante, qui est marquée par une colonne avec à son sommet un G qui pourrait faire référence à celui qui a commandé la tapisserie, qui faisait partie des otages emmenés par les Suisses. Ce type, c'est Philibert Godran, qui a donné son nom à la rue, souvenez-vous. Sa tapisserie sera d'ailleurs exposée à Notre-Dame auprès de la statue de la Vierge jusqu'à la Révolution, où justement cette statue sera d'ailleurs sérieusement malmenée, perdant au passage ses mains et le petit Jésus. Dans la deuxième case, en haut, on peut voir l'église des Dominicains, aujourd'hui les Halles, mais aussi Notre-Dame avec sa vigie qui avait prévenu de l'arrivée des Suisses, le palais des Ducs avec la tour Philippe le Bon et l'esprit de la Vierge protégeant Dijon. Au milieu se trouve la représentation de la fameuse procession avec la statue de la Vierge telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire avec ses mains et le petit Jésus. Ce sont donc le miracle et la procession qui sont particulièrement mis en scène, car étant central dans le triptyque, tout en étant hypertrophié du point de vue perspective. Les gars sont énormes, comme vous pouvez le voir. Mais cependant, en regardant en bas, on peut voir aussi un coffre plein de pognon emmené par les Suisses. Ils poursuivent leur départ en faisant leur pactage sur la 3e et dernière case. Au centre de cette dernière se trouve la représentation de la négociation de la Trémouille à la Fontaine aux Suisses, avec les Suisses, les Allemands et les Franc-Comtois. On peut notamment voir un des gardes de la Trémouille portant le symbole de celui-ci, la fameuse roue, sur son torse.
Au milieu à gauche, la tapisserie bégaye en quelque sorte, parce qu'en effet, on a une deuxième représentation de Notre-Dame. Cette deuxième représentation de Notre-Dame illustre un épisode un peu spécial, car après l'accord du départ des Suisses, un capitaine de l'armée ennemie a demandé l'autorisation de pouvoir entrer dans la ville pour aller prier la Vierge de Notre-Dame de Dijon. Mais en laissant bien le cheval sur le parvis, comme vous pouvez le voir. À mon avis, ce touriste a dû être perçu d'une certaine manière, on va dire, lors de son parcours dans la ville qu'il venait d'aider à dévaster. Enfin, en haut à gauche se trouve la représentation de la colline de Champmaillot, où on peut voir l'ensemble de l'armée ennemie prendre le chemin du retour. Où on peut voir le drapeau de l'Allemagne de l'époque s'éloigner de Dijon. Mais pour un temps seulement, car Dijon aura à faire face à d'autres visites impromptues des Teutons, la prochaine étant en 1870, un peu plus de 3 siècles plus tard. Alors au final, que retenir du siège de Dijon ? Eh bien que, depuis toujours, les Suisses n'ont jamais été des gens fermés à la négociation, pour peu qu'on apporte les bons arguments.